amis téléspectateurs de TV Liberté, de l'émission Synthèse, donc nous nous retrouvons pour cette deuxième émission après la rentrée. Je dois saluer au passage le succès de l'émission précédente avec Francis Bergeron sur l'affaire du pseudo-complot néo-nazi de Châteauroux. Alors aujourd'hui, nous avons un invité qui va nous parler d'un autre, je ne sais pas si on peut parler d'un complot en tout cas, mais qui va nous parler de l'OTAN, voilà, et des crimes de l'OTAN. Il vient d'éditer un livre. La face cachée de l'OTAN. La face cachée de l'OTAN. Il vient d'éditer un livre aux éditions de Alpha qui s'appelle Les crimes de l'OTAN. Guylain Dubois, vous êtes avocat. Oui, au barreau de Liège depuis 30 ans. J'allais juste préciser, vous n'êtes pas tout à fait parfait, vous êtes belge. Je suis désolé, je suis un sujet, messieurs les citoyens. Parce qu'il y a des c'est de la discrimination de gens Je lis être minoritaire parfois seulement. Et donc, généralement, je me moque des Belges, mais quand on attaque mes compatriotes, je suis désolé, je les défends. Il y en a peut-être qui ne le savent pas, mais Philippe Randa a des origines belges. À moitié belge. Voilà. Moi, je suis un immigré français de la première génération. Voilà. Et à chaque fois que je dis ça, on dit immigré, je dis oui, mon père était belge, et là, tout le monde éclate de rire. Donc, je vous êtes tout à fait d'accord, tous, autant que vous êtes. Moi, personnellement, je suis partisan de la plus grande France. C'est-à-dire que nous gardons ce que nous avons, c'est-à-dire l'Hexagone, et nous récupérons tout ce qui nous revient, c'est-à-dire tout ce qui est autour de l'Hexagone qui devrait être français. La Wallonie, la Romandie, le Val d'Aoste, le Val d'Aran, Jersey et Guernesey. Enfin bref, j'irais même plus loin, au-delà de l'Atlantique, le Québec, le Manitoba, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, tout ça c'est la France. L'Atlantique traverse la France comme la Seine traverse Paris, pour reprendre un vieux slogan d'autrefois. Eh bien, donc, non, là on s'éloigne du sujet. Le temps ne sera pas d'accord. Gilbert, je pense pas, et ça tombe bien, on n'est pas d'accord avec le temps. Alors, Guylain Dubois a écrit ce livre, Les crimes de l'OTAN, plaidoyer pour les victimes, préfacé par Maître Roland Dumas. C'est une belle préface. Et postfacé par Maître Marcel Secaldi, c'est aussi un avocat de talent. Vous avez été l'avocat de Jean-Marie Le Pen. Vous avez aussi plaidé pour un certain nombre d'affaires concernant le Front National puis le Rassemblement National. Vous êtes donc ce que l'on appelle un avocat de droite, peut-être. Je ne veux pas vous choquer en disant ça. Modérément de gauche. Modérément de gauche. Je vous connais un petit peu. Vous êtes un conservateur, patriote. Voilà. Et alors vous avez été amené à plaider pour un général libyen en 2011, au moment où c'était à l'époque Nicolas Sarkozy qui était président de la République française et qui a cru ingénieux de s'en prendre à quelqu'un qui l'avait pourtant était plus que large en sa faveur, en l'occurrence le colonel Kadhafi. Et qu'il avait reçu à l'Élysée. Et surtout qu'il avait reçu à l'Élysée, qu'il avait, enfin, pas s'étendre là-dessus, je crois qu'il y a eu assez de procès qui ont été faits là-dessus, mais Kadhafi, la chute de Kadhafi a entraîné ce que l'on sait, parce qu'il faut savoir que quand même Kadhafi, son régime en tout cas était un frein à l'immigration en Europe, et depuis les choses ne se sont pas arrangées, mais ce n'est pas là le centre du sujet, mais si c'est quand même oui, enfin c'est oui, et surtout c'est quelqu'un qui peut-être a eu des liens avec le terrorisme il y a très longtemps auparavant, mais il en était revenu et il n'y avait plus aucun. Alors voilà, vous allez nous parler, terrorisme. Guylain, nous parler de cette comment vous vous êtes retrouvé là d'abord à défendre. Comment on fait appel quand on est un Libyen à un avocat belge pour attaquer les États-Unis d'Amérique? Déjà, effectivement, j'ai eu l'occasion de traiter plusieurs dossiers avec Marcel Secaldi. J'étais en contact à l'époque avec Roland Dumas pour d'autres dossiers, notamment concernant le Liban, parce que j'ai un petit passé libanais pour avoir aidé pendant 11 ans les chrétiens du Liban dans leur résistance. Et donc, quand Marcel Secaldi et Roland Dumas se retrouvent à Tripoli en juin 2011, et qu'ils viennent d'apprendre le raid dont je parlerai un peu plus tard, le raid assommant de l'OTAN tuant la famille du général El Hamidi, sachant que le siège de l'OTAN est à Bruxelles, ils font appel à moi
me connaissant dans d'autres vies, d'autres combats juridiques, pour me demander par téléphone si je suis d'accord d'intervenir contre l'OTAN, d'introduire une procédure civile. Donc ça n'a rien à voir avec une compétence internationale pénale des juridictions belges. C'est un pur procès de droit civil. Le siège de l'OTAN étant à Bruxelles, la décision d'attaquer la ferme du général El Hamidi ayant été prise et revendiquée à Bruxelles, les tribunaux belges sont territorialement compétents. C'est d'ailleurs ce qui ne m'a jamais été contesté dans le cadre de mes procédures. Et je vais dire oui. Je vais demander à mon épouse si elle accepte de m'accompagner dans cette procédure, parce que ça pouvait avoir des retentissements divers et variés au niveau de notre famille. Nous avons 7 enfants. Et Cécile va me dire oui. Et donc, je dirai à Marcel, écoute, je suis ton homme. Et c'est comme ça que je vais lancer la procédure. Je devrais rencontrer le général El Hamidi et le colonel Kadhafi 15 jours plus tard. Or, la rencontre sera annulée in extremis, puisque les rebelles, avec leurs amis français et anglais, vont pénétrer dans Tripoli. Kadhafi va disparaître dans la nature. Et on connaît la suite jusqu'à son assassinat le 20 octobre 2011 par des avions et des soldats français cachés en Fédaïl. Mais ça, je vous en parlerai peut-être plus tard. Voilà le contexte. D'accord. Et alors, le problème, s'attaquer à l'OTAN, est-ce possible? Oui, on peut toujours lancer une procédure, mais comment ça s'est passé et où ça en est de ces procédures de crimes contre l'humanité? En fait, attaquer l'OTAN, c'est possible, oui et non. Je veux dire, dans un premier temps, on va se dire c'est impossible parce qu'elle bénéficie de l'immunité de juridiction. Donc, elle n'est pas responsable judiciairement de ses actes, bien qu'ayant la personnalité juridique. Donc, c'est tout le problème de ces organisations qui ont la morgue comme parole permanente et qui peuvent tuer finalement n'importe qui, n'importe où, sans devoir en répondre. Mais là aussi, l'aspect intéressant de saisir la justice belge, et c'est tout le cœur de mon débat judiciaire, c'est que la Cour de cassation de Belgique, par 3 arrêts qui datent de 1991, décembre 1991, donc bien antérieur à mon intervention dans ce procès de 2012, c'est que la Cour de cassation belge, donc dans 3 arrêts, va déclarer dans des cas pas similaires, parce que ce sont des fonctionnaires de l'OTAN qui se retournent contre l'OTAN devant le tribunal du travail de Bruxelles, puis la Cour d'appel du travail, et puis enfin en cassation, qui va leur donner raison, contre l'OTAN. Et l'OTAN va invoquer son immunité de juridiction, et tenez-vous bien, le juge belge, d'instance comme de cassation, va dire à l'OTAN que comme l'OTAN, comme tout État démocratique, devrait avoir une juridiction, un système juridictionnel indépendant, et qu'il ne l'a pas, le juge belge, au nom de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, remplace ce qui n'existe pas, et pour lutter contre le déni de justice, permet aux victimes d'actes de cette organisation internationale de saisir le juge belge qui pallie à la carence de l'OTAN, de ne pas avoir ce système juridictionnel propre, et au nom du droit au procès équitable et avoir son litige traité par un juge impartial, eh bien, va donner raison et balayer, dans ce cas-là, l'immunité de juridiction de l'OTAN. Et tenez-vous bien, je vais évidemment plaider cette jurisprudence dans mon propre procès qui me sera refusé. Et alors, il y a un aspect cocasse dans ma démarche, c'est que l'avocat, l'OTAN va faire défaut. Et c'est l'État belge, comme État membre et État hôte de l'OTAN, qui va remplacer, dans le cadre du procès, la dite organisation. Et l'avocat de l'État belge, plaidant pour l'État belge, c'est-à-dire pour l'OTAN, a, dans son artillerie juridique, un collaborateur. Il est professeur à l'Université catholique de Louvain. Et un de ses collaborateurs va écrire une thèse sur ce procès en instance. Et en appel, je vais utiliser contre l'avocat de l'État belge la thèse de son propre assistant à l'université qui me donnait raison. Donc vous vous rendez compte, c'est schizophrénique comme procédure. Et donc l'instance, l'appel, et maintenant j'ai saisi la Cour de cassation, espérant qu'elle soit cohérente avec ses arrêts antérieurs et me donne raison. Et si ce que je pense, parce que pour d'autres raisons, je vais vous expliquer pourquoi je ne peux pas gagner mes procès,
nous saisirons la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi est-ce que je ne peux pas gagner? Parce que vous imaginez que c'est un procès historique, il n'y en a jamais eu. Alors, pardonnez-moi de vous interrompre, maître, mais je voudrais, ce serait peut-être surtout l'attention de nos jeunes téléspectateurs, réexpliquer ce que c'est que l'OTAN. Parce que l'OTAN, on en parle beaucoup, mais parfois les gens ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc, alors en quelques mots, expliquez l'OTAN. Et l'OTAN, parlons évidemment le centre de notre conversation aujourd'hui, de la Libye. Mais l'OTAN n'est pas à son premier méfait. On se rappelle la Serbie. J'en parle, c'est l'introduction. Oui, justement, oui, c'est pour ça que vous parlez beaucoup dans le livre. Oui, alors vous pourriez peut-être revenir, expliquer un petit peu en quelques mots ce qu'est l'OTAN, comment elle a été créée après-guerre, comment on sait, mais enfin la France en était sortie. Sarko l'a fait rentrer. Sarko l'a fait rentrer. Donc maintenant, elle est encore dans le commandement. C'est Général de Gaulle. C'est Général de Gaulle qui avait fait sortir. Général de Gaulle n'avait pas fait que du mal, voilà. Non, bien sûr. En fait, l'OTAN donc est créé en avril 1949. On sort de la Seconde Guerre mondiale et aussitôt la guerre terminée sur le cadavre de l'Allemagne hitlérienne, les deux alliés entre guillemets, en tout cas de fait, vont se regarder rapidement en chien de faïence. La guerre froide. Les vainqueurs occidentaux d'un côté, l'Union soviétique de l'autre. Et l'OTAN est instituée en 1949, au moment où commence à devenir sérieuse, j'allais dire, la guerre froide, pour organiser la défense du monde libre, du monde occidental, face à un risque d'invasion soviétique. Mais, comme vous le savez, en octobre 89 et puis en décembre 91, octobre 89, c'est la chute du mur de Berlin. Le 26 décembre 91, c'est la mort du communisme, de l'Union soviétique. L'OTAN, on aurait pu s'attendre à ce qu'il disparaisse. Il n'avait plus de raison d'être, ni idéologique, ni militaire. Eh bien non, il existe toujours à l'heure où je vous parle. Oui, parce que le pacte de Varsovie, c'est autodissous. Ce que l'URSS avait fait évidemment en réponse à l'OTAN, avec tous les pays du bloc de l'Est, lui, c'était évidemment autodissous. Tout à fait. Et l'OTAN va rester pour devenir en définitive l'Assemblée des harkis des États-Unis. Puisqu'ils vont concrètement les États membres, et on va faire même d'autres membres, la Pologne, etc. On va grignoter en quelque sorte pour reconstituer la fameuse politique du containment chère aux États-Unis depuis le 19e siècle, à savoir l'encerclement de la Russie. À l'époque, c'était la Russie des tsars, donc ça n'avait rien à voir avec le communisme. C'est une permanente dans la politique géostratégique des États-Unis. Et a fortiori avec l'Union soviétique, mais maintenant avec la Russie, j'allais dire russe, ça continue. Et le but de l'OTAN va changer totalement de nature pour devenir le bras armé des États-Unis avec, il faut le dire, une série de vassaux et non plus d'alliés. Et on va voir l'OTAN en Afghanistan, on va voir l'OTAN en Serbie, on va voir l'OTAN en Bosnie-Herzégovine, on va voir l'OTAN au Kosovo, on va voir l'OTAN en Irak, et on va voir l'OTAN en Libye, et on voit l'OTAN en Syrie. Je note au passage qu'aucun des pays concernés par les frappes de l'OTAN que je viens de citer n'a jamais attaqué aucun de ces pays membres. Quand la Serbie est bombardée en 1999, la Serbie n'a jamais attaqué l'Allemagne, l'Italie, les pays limitrophes membres de l'OTAN. L'Irak n'avait attaqué aucun pays membre de l'OTAN. Kadhafi encore moins. Et la Syrie, n'en parlons même pas. C'est l'essence même de l'OTAN, de son existence, qui est absolument bafouée. C'est devenu la seule organisation internationale qui peut se permettre d'attaquer sans coup férir des États indépendants sans subir la moindre conséquence, parce que, bon an, mal an, les États-Unis d'Amérique sont encore la puissance militaire et géostratégique principale. Mais vous voyez bien avec ce qui se passe en Chine et depuis que M. Poutine est à la tête de la Russie, les empires meurent parfois, ou en tout cas peuvent s'affaiblir. Mais tant qu'à présent, c'est en toute impunité que l'OTAN déclenche des guerres, dépece des pays qui ne lui ont rien fait, et
il n'y a pas encore de contre-pouvoir pour dire à l'OTAN attention, ne dépassez pas la ligne rouge, vous aurez une guerre mondiale. Et puis de traîner aussi les dirigeants vacus des pays, quels qu'ils soient, Devant quelle les que soit la tribunaux. raison, à tort ou à raison, devant notamment le Tout à fait. tribunal international de La Haye, où seuls les citoyens américains ne seront jamais par le... Ils par sont les créateurs effectivement du tribunal pénal international. Ils sont Mais ils sont l'un de ses exclus, principaux eux, financiers. et leurs ressortissants. Mais il n'a pas compétence pour en juger. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Donc ils se sont mis hors Du droit international qu'ils imposent à leurs ennemis. Et à leurs alliés d'ailleurs. Et donc moi Est-ce qu'on peut traîner un Français, un Anglais, un Allemand devant le TPI? Si demain on doit lancer, je veux dire, ou lâcher la Légion pour refaire la loi dans certains quartiers de Marseille, de Toulon ou d'ailleurs, on peut très bien imaginer, si c'est antinomique aux intérêts américains, de voir la France jetée de l'OTAN et l'OTAN commencer à montrer des dents contre la France qui redeviendrait, entre guillemets, française. Alors il vaudrait mieux une France qui sorte directement de l'OTAN, ça serait encore ce qui irait de mieux. Je pense qu'effectivement, vos candidats, quels qu'ils soient à l'élection présidentielle, devraient mettre dans leur programme la sortie de l'OTAN sans autre forme de procès. Il y en a un qui l'a déjà annoncé. Alors maintenant, qu'est-ce que vous dites vous-même que ces procès, vous ne pouvez pas les gagner, vous allez les perdre et tout. Mais quel est l'intérêt alors de faire un procès? Uniquement alerter l'opinion sur les méfaits des crimes de l'OTAN? Parce qu'effectivement, on ne pense jamais aux crimes de l'OTAN, on ne parle que des crimes de Kadhafi, des crimes des uns des autres, mais jamais de ce on y qu'a fait reviendra, l'OTAN. si vous me le permettez. Oui, bien sûr. En fait, c'est l'avocat de l'État belge qui m'a dit lui-même à une interruption d'audience en première instance: vous ne pourrez pas gagner ce procès parce que vous imaginez que si vous le gagnez, on viendrait d'Irak, de tous les pays que je viens de citer, demander des comptes à cette organisation à Bruxelles. Et que fera l'OTAN? Il partira sous d'autres cieux, c'est-à-dire aux États-Unis, très clairement, établir son siège, son état-major, etc. Et ce sera une perte économique, politique, etc. pour la Belgique qu'on ne peut pas envisager. Donc c'est un procès que, même si juridiquement, à moins que je ne sois fou et un très mauvais juriste, ce qui est toujours possible, j'ai des chances de pouvoir le gagner. En tout cas, c'est gagnable, comme dirait l'autre. Mais politiquement, il est inconcevable qu'on me donne raison. Inconcevable. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que les conséquences économiques seraient trop importantes. Politique, Politique, économique, surtout, bien sûr. géopolitique. Et donc, pourquoi est-ce que je persévère? Parce que d'abord, je pense que je défends le droit écrit et le droit moral. Je me bats pour Antigone. Et je considère... Oui, on revient dans le même problème d'Antigone, entre ce qui est bon le pour droit la Créon cité et le droit de Créon et le droit moral. Et le droit moral. Exactement. Hamlet ou Antigone, c'est un peu les deux mêmes. Et donc, moi, je me bats pour ces Antigones et ces Hamlet des temps modernes. Je considère que le droit et la morale coïncident dans mon combat et que je veux amener jusqu'au bout de leur logique, et moi aller jusqu'au bout de la mienne, mes adversaires judiciaires. Mais alors maintenant, dans le cadre de la Libye, puisque le régime qui vous avez sollicité, c'est quand même le régime de Kadhafi, a chuté, quel est votre client? Bien, j'ai deux clients. J'ai la famille... Donc le général El Hamidi... On va peut-être rentrer dans le... Oui, justement, je voulais vous proposer de nous expliquer le cas, effectivement, bien spécial. Donc, le 20 juin 2011, à 2h45 du matin, l'heure est importante. Pourquoi? Parce qu'on veut que les gens soient au lit, soient là. Oui. Le but étant de tuer. Et on va tomber sur la propriété El Hamidi qui se compose de plusieurs bâtiments, celle du général El Hamidi, dont je vais vous dire qui c'est, concrètement, celle de ses deux fils et les dépendances. C'est une vaste propriété au milieu de laquelle se trouve un zoo privé. Le général El Hamidi est un général à la retraite au moment où on veut l'assassiner. Et pourquoi veut-on l'assassiner, lui? Parce qu'il est un des officiers qui ont mis au pouvoir en 69 Kadhafi, qui était un jeune lieutenant brillant, qui avait fait ses classes d'ailleurs et l'université en Angleterre, qui était plutôt à ce moment-là pro-occidental, et qui voulait se défaire du roi Idriss,
qui était complètement pourri dans tous les sens du terme. Bon. Et donc, El Hamidi va être dans l'équipe des officiers supérieurs de l'armée libyenne qui vont porter au pouvoir ce jeune officier prometteur qu'est Kadhafi à ce moment-là. Ça, c'est une première chose, mais c'est la moins importante. La plus importante, c'est qu'il faut savoir que la démocratie libyenne n'est pas comme la nôtre, un homme, une voix, mais c'est une organisation pyramidale de tribus. Il y a les tribus locales avec les chefs de tribus qui représentent dans un conseil régional et ainsi de suite jusqu'au niveau fédéral le pouvoir. Et tout qui veut gouverner la Libye doit s'appuyer sur ces tribus. La Libye, c'est 3 grandes régions. La Tripolitaine, la capitale, oui, donc à l'ouest. La Cyrénaïque, qui est plutôt collée à l'Égypte. Et le Fessan, qui est au sud. Il faut, pour tenir le pouvoir en Libye, et c'est tout à fait démocratique, me semble-t-il, être majoritaire, ou en tout cas bien représenté dans chacune des 3 grandes régions. C'était le cas de Kadhafi, et le général El Hamidi était le chef d'une des principales tribus qui soutenait le régime. Pas militairement, mais qui soutenait politiquement le régime. Donc, assassiner le général El Hamidi, c'était frapper le régime au cœur, et c'était donner un signal fort aux autres chefs de tribu. Si vous continuez comme lui, voilà ce que vous risquez de subir. Donc, on est vraiment dans l'assassinat politique pur et simple. Et 3e point, c'est que l'un des fils Kadhafi, le joueur de foot dont le prénom m'échappe, avait épousé une des filles Kadhafi. Une des filles El Hamidi, pardon. Et donc, il y avait aussi des liens familiaux forts. Donc, on affaiblissait à ces 3 égards le régime et on touchait au cœur le système tribal Kadhafi. Alors, l'opération en elle-même a nécessité des troupes au sol. Et j'en veux pour preuve le fait qu'une première salve va frapper la maison du fils El Hamidi, Khaled El Hamidi, dont j'ai été l'avocat, tuant la femme de Khaled, le bébé qu'elle porte et les 3 enfants, la nounou et le jardinier. La nounou, elle est marocaine, elle s'appelle Ashlashli, elle a 25 ans, et je suis aussi l'avocat de son papa. Pourquoi ? Parce que son papa, qui vit à côté de Rabat, apprend par la presse marocaine le même jour 2 choses. Que sa fille travaille en Libye, n'avait plus de nouvelles d'elle, il recevait de l'argent, parce que c'est elle qui entretenait la famille nombreuse de M. Chli, mon client, qui est un vieux Marocain retraité, et bon, ils n'ont pas notre système de santé ni de retraite, comme vous le savez. Et donc, M. Chli va apprendre à la fois que sa fille vit en Libye, que c'est de là qu'il reçoit l'argent, tous les mois, et qu'elle a été assassinée dans ce fameux raid. Bon. Et donc la première salve, 6 obus, 6 missiles, sans doute lancés par drone, va toucher la maison de Khaled qui est à 150 mètres de celle du général. Et curieusement, les assassins vont se rendre compte de leur bévue. À ce moment-là, le général... C'était pas l'enfant de la famille qui était visé. C'était le général. C'était le général. Et le général, réflexe de vieux soldat, tire sa femme du lit, il se réveille sous le coup des bombes, vous vous rendez compte, à 150 mètres. Il tire sa femme du lit, c'est des maisons qui n'ont qu'un niveau, il n'y a pas d'étage. On ouvre la porte-fenêtre, on tire son épouse, on va se cacher loin de la maison tant qu'on peut, et badaboum, la seconde salve de 6 missiles. Donc il y a des gars au sol qui disent « vous vous êtes trompés les mecs, c'est plus à gauche ou c'est plus à droite ». Bon. Et là, la maison du général va être touchée, avec aussi des morts, mais pas lui ni son épouse. En tout, 17 personnes, dont des bébés de 5 ans, etc., vont être assassinés. Donc un massacre de femmes et d'enfants. Exactement. Je croyais que les frappes de l'OTAN étaient chirurgicales. C'est-à-dire qu'ils tombaient pile poil sur le salopard, le terroriste, la cible. Elle est chirurgicale parce que le but était de tuer le général. Et le bistouri est passé trop à gauche ou à droite, mais elle est chirurgicale puisque finalement ils ont touché la bonne cible. Mais alors ce qui est tout à fait cocasse, c'est que le fameux général Bouchard, qui est canadien et chef d'état-major de l'OTAN, va faire une déclaration à Bruxelles, photo, c'est pour ça, méfiez-vous quand vous voyez des reportages vidéo vus du ciel, etc., parce qu'il a expliqué, et tout le monde l'a cru à ce moment-là,
que l'OTAN avait visé un centre de commandement de l'armée libyenne et lui de déclarer en anglais dans sa conférence de presse depuis le siège de Bruxelles, nous avons touché à un centre de commandement de l'armée libyenne et nous avons déstabilisé pour longtemps le système de défense de Kadhafi. Une simple maison privée d'un général en retraite. Exactement. Mais le général est mort quand même dans le bombardement. Non. Justement, il a réussi à sauver. Il est mort en 2016 en Égypte d'un cancer. Mais donc je n'ai plus de contact avec lui depuis 2016. Mais alors, le général Bouchard va déclarer tout ça. Et puis, comme le Croissant Rouge, comme Amnesty International, Human Rights vont faire une enquête parce qu'ils trouvent ça quand même un peu surprenant, qu'on va connaître la vérité, le fameux Bouchard, une semaine plus tard, dit « Ah non, c'est un missile, excusez-nous, c'est une erreur. Un missile s'est décroché d'un avion. » Mais alors là, on est chez De Funès. Parce que c'est un missile qui explose 6 fois, puis qui s'arrête, et puis qui... Enfin bon, c'est du délire. Donc face... Le matériel américain est performant. Exactement. Face à la grossièreté du mensonge, il va finir par reconnaître une bavure. Mais sans jamais indemniser les victimes. Puisque mon client, M. Schly, va prendre les devants avant la famille libyenne, écrira à Bruxelles, à l'OTAN, pour demander réparation pour l'assassinat de sa fille, qui n'est pas un général de l'armée libyenne, évidemment. Et l'OTAN ne lui répondra jamais. Et c'est quand il l'apprendra, en juillet 2011, que je lance mon action civile, qu'il m'écrira pour que je le défende, évidemment, ce que je ferai. Mais donc, on n'est pas du tout dans une bavure, là. On est vraiment dans l'assassinat politique. Et nous sommes dans l'illégalité absolue, même par rapport à la résolution de l'ONU, puisque l'ONU, la France et l'Angleterre partent les premiers, sans mandat de l'ONU. Puis arrive la fameuse résolution 1973 de l'ONU, qui dit « Vous pouvez intervenir », mais uniquement pour créer des zones d'exclusion aérienne dans le but de protéger les populations civiles. Interdiction de troupes au sol, embargo sur les armes et uniquement combat aérien si vous croisez des avions libyens qui vont attaquer, puisqu'on disait, mais ça ce sont les bobards que nous connaissons tous, l'OTAN a toujours besoin, et les États-Unis singulièrement, d'un alibi moral. Ce sont les couveuses jetées avec le bébé vivant de l'hôpital de Koweït City, où on a vu que l'infirmière était la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis et que tout ça se passait dans un studio. Les fausses armes chimiques. Les principes de la guerre américaine. Exactement, les fausses armes chimiques de Saddam Hussein. Et là, c'est Kadhafi qui va bombarder. On annonce que Benghazi va être bombardé. On annonce le chiffre de 8000 morts potentiels. Tout ça est du bobard, il n'a jamais fait ça et il n'allait certainement pas le faire puisqu'il venait justement par son fils Saïf al-Islam, qu'on voyait comme son successeur et qui était lui-même issu des universités américaines et anglaises, etc., vers un apaisement et on a monté de toutes pièces une justification fausse à l'intervention. Les Américains sont... Attendez, je vous en prie. Violation de la résolution parce que interdiction de troupes au sol. Les Anglais et les Français vont avouer avoir envoyé des troupes spéciales pour former et encadrer les fameux rebelles. L'embargo n'aura d'effet que contre le régime légal et on aidera militairement les rebelles. Et troupes au sol, mon cas est emblématique puisqu'il a fallu qu'on dirige les missiles et qu'on corrige le tir. Et troupes au sol, on dit, ce n'est pas moi, c'est le Figaro à l'époque, que c'est un officier français déguisé en fédéine qui a donné le coup de grâce à Kadhafi le 20 octobre 2011. Ah oui, qu'il l'a éliminé. Les Américains ont toujours le même principe, les principes lorsqu'ils font une guerre. D'abord, c'est toujours une guerre morale. Oui. Alors, on trouve toujours des raisons. On a inventé tout un tas de choses pour expliquer que l'ennemi est quelqu'un. Il faut d'abord salir l'ennemi. Il faut salir l'ennemi, donc on en fait une guerre morale, mais c'est pas nouveau. Ça, c'est dans toutes les guerres. Oui, mais enfin, c'est surtout. Déjà, la guerre. Ça a commencé avec la guerre de sécession. La guerre de sécession, on a raconté que les sudistes étaient soi-disant tous des esclavagistes, alors que le général Lee, le chef des sudistes, était un anti-esclavagiste, un abolitionniste. Voilà. On a raconté tout et n'importe quoi. Les Américains ont toujours raconté tout et n'importe quoi pour faire une guerre morale, puis une guerre totale. C'est-à-dire qu'on écrase complètement l'ennemi sans discussion.
la Serbie, la Libye. Enfin, tout le moins, ça marche peut-être un peu moins maintenant. Enfin, en tout cas, ça marchait pour ça n'a pas marché au Vietnam, ça n'a pas marché en Afghanistan. Oui, ça n'a pas marché non plus en Syrie. Mais enfin, c'est toujours ce qu'ils veulent, une guerre totale. Et ensuite, une guerre qui rapporte, parce que après, tout ça, ça rapporte de beaucoup d'argent. Oui, parce que quel est l'intérêt on indique pour les Français, il fallait faire chuter Kadhafi, parce que Kadhafi en avait marre de la France et voulait dire que son intervention financière dans la campagne de Nicolas Sarkozy. C'est une hypothèse qui a été avancée. Donc Sarkozy l'a trahi pour ça, parce que c'était des raisons de base politique. Mais les États-Unis, pourquoi abattre Kadhafi est assassiné et son régime détruit pour des raisons qui n'ont rien à voir avec son soutien au terrorisme, etc. Vous l'avez si bien dit. Les raisons de la guerre... Son soutien passé, oui. Très, très lointain. Quand on bombarde et on dépaisse la Libye et qu'on assassine Kadhafi, pourquoi? Et ça, il faut lire la commission D'Hondt de la Chambre des communes anglaise, qui va provoquer la démission de David Cameron, qui va être auditionné. La date de son audition est prévue par la commission, j'allais dire, de l'Assemblée nationale anglaise, pour s'expliquer sur le pourquoi de la guerre en Libye. Il ne viendra jamais, il ne déférera pas à cette convocation, et il va démissionner. Et cette commission D'Hondt a établi un rapport que je cite largement dans mon livre, comme je cite les mails privés d'Hillary Clinton qui vont paraître. Hillary Clinton va gérer la guerre de Libye à partir de sa boîte perso qui n'est pas protégée, et on va publier comme ça dans la presse américaine plusieurs mails très intéressants sur le pourquoi de la guerre en Libye. Tout ça va sortir en 2016, donc bien après malheureusement mes procès, mais qui éclaire tout à fait, encore une fois, le pourquoi de la guerre et surtout son caractère inique. Alors, quelles sont les raisons? Kadhafi veut redorer le blason de l'armée française. Kadhafi, comme tout grand président français, veut sa guerre. Non, Sarkozy veut sa guerre, veut redorer le blason de l'armée française et voit Kadhafi comme un danger pour l'économie française et l'économie occidentale en général et la politique occidentale en Afrique. Pourquoi? Parce que Kadhafi a comme idée de créer un euro africain. Il a l'idée de créer une station pour envoyer le pendant de la NASA et le pendant de Kourou pour l'Afrique. Il a le soutien de la plupart des chefs d'État de l'Afrique noire dans ses projets, qui l'aident abondamment avec la manne pétrolière libyenne. Il est donc en train de donner des raisons à la politique, à la fameuse France-Afrique. Il est en train de donner des raisons aux Anglais et aux Américains, le mobile étant, il représente une velléité d'indépendance de l'Afrique et d'unité africaine. Donc c'est l'homme à abattre. C'est-à-dire de réussir à faire des pays africains une puissance construite, parce que la Libye, on n'y vivait pas si mal que ça sous Kadhafi. Peut-être pas au niveau de la liberté d'expression, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, pour le reste, il n'y avait pas de famine, il n'y avait pas de misère. Le niveau de vie était le principal niveau de vie, oui. En tout cas de la tranche nord de l'Afrique. L'enseignement était gratuit, le pain était gratuit, les énergies étaient gratuites. Chaque famille libyenne recevait l'équivalent de 500 € par mois en plus de leurs revenus. C'est le fameux salaire universel. Oui, alors. Mais ils pouvaient se le permettre. Vu la manne, ils faisaient ça, ça tombait tout seul. L'enseignement universitaire était gratuit. Enfin, je peux allonger, vous vous rendez compte? On en est loin chez nous, je pense. Ouais. Bon. Et si la France avait gardé l'Algérie, peut-être qu'elle pourrait faire la même chose avec le pétrole de là-bas. Mais je veux dire, il avait donc toutes les raisons d'être acclamé, au contraire. Pacification éventuelle de l'Afrique, unité de l'Afrique, indépendance énergétique peut-être de l'Afrique. Enfin bref, eh bien non. On ne le tue pas parce qu'il soutenait les terroristes, on le tue parce que c'est un rival potentiel
de la nouvelle colonisation à l'américaine, à la française et à la britannique. Il y a aussi un élément aussi. Et les Chinois. Il y a aussi un élément dans tout cela, c'est le rôle que jouait la Libye pour freiner d'une certaine manière les vagues migratoires qui déferlaient sur l'Europe. Il faut demander à M. Soros s'il était content ou pas de la mort de Kadhafi. Il se faisait payer pour ça. Il était le gardien de notre Limès Sud. Oui, voilà, c'est ça. Berlusconi n'avait que du bien. D'ailleurs, il a été très lent à accepter que les bases italiennes servent à l'opération en Libye. Parce qu'il savait que Kadhafi empêchait ce qui se passe maintenant. On ne remerciera jamais assez Monsieur Kadhafi pour ça. Voilà. Et les gars qui meurent au Mali, les filles qui se font égorger dans les rues de Paris par des gens venant chez nous à travers la Libye doivent remercier Monsieur Sarkozy, bien sûr. Et puis aussi, M. Sarkozy, qui avait un fin conseiller à cette époque en diplomatie. Bernard-Henri Lévy, M. Lévy était qui là fait toujours la guerre par procuration. Toujours très fort pour se faire prendre en photo dans les 150 mètres des conflits. Chaque roi a son fou. Et la Chine dedans, parce que la Chine est un acteur important en Afrique. Mais la Chine, elle pénètre... À l'époque, elle ne pénétrait pas, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, elle ne pénétrait pas encore l'Afrique arabe, je veux dire. Par contre, elle est très présente dans la corne de l'Afrique et dans l'Afrique noire. Mais là, je n'ai pas d'informations. Peut-être était-ce déjà le cas, mais il me semble que non. Par contre, un qui a profité aussi, c'est Erdogan. Ouais. Puisque maintenant, le père Erdogan, il a une base à Sirte. Et il y a cette fameuse guerre sous-marine en Méditerranée qui aura le passage le plus direct pour le gaz et le pétrole en évitant la Russie, etc. Il y a donc cette guerre sous-marine, mais bien réelle, avec la Turquie, qui en même temps occupe un... C'est absolument délirant. Vous vous rendez compte qu'il y a 2 pays de l'OTAN qui se font la guerre depuis 1975, dont un est partiellement envahi, je pense, de Chypre par rapport à la Grèce, et personne ne dit mot. Non. Ne dit mot. Et c'est la même Turquie que les Américains ont voulu aider dans la fameuse affaire des Balkans, pour reconstituer au cœur de l'Europe, grosso modo, l'Empire ottoman, ou en tout cas des îlots d'Empire ottoman. Et pour ça, on ne va pas craindre de prendre l'Utcheka, qui est une mafia au cœur de l'Europe. On ne va pas craindre de réveiller ce qui n'existait pas à l'époque en Bosnie-Herzégovine, un islamisme européen, qui n'existait pas du tout au début de la guerre. Les Bosniaques, moi je suis allé me battre avec les Croates en 92, et en 93, les Bosniaques et les Croates mouraient ensemble contre les Serbes, qui étaient à l'époque vus comme la dernière armée rouge d'Europe. On voyait un peu ça comme notre guerre d'Espagne qu'on a gagnée, en fait, ce qui se passait. Sauf que les Serbes ont commis, pour moi, l'erreur historique, c'est de commencer la guerre contre les Bosniaques et les Croates et de ne pas voir ce qui se préparait dans leur dos au Kosovo. Et quand ils se sont retournés contre l'Utcheka, c'était trop tard. Les Américains étaient déjà en Bosnie. On avait déjà offert des garanties à la Turquie. Et c'était plus vendable, malheureusement. Et là encore, parce que j'ai cité les mensonges, qu'est-ce qui déclenche la guerre en Serbie? C'est le pseudo-massacre de Račak, où on accuse les Serbes d'avoir tué 54 civils, des paysans kosovars, alors qu'en fait, les Kosovars sont allés chercher des morts sur tous les champs de bataille, entre guillemets, là où il y a eu des accrochages avec l'armée et la police serbe, puisqu'on était quand même en Serbie à l'époque au Kosovo, et qu'on va réunir tout ça dans un champ, un peu comme à Timisoara, où on est allé déterrer les cadavres, et on va dire, ben voilà, regardez le massacre, et boum, on va bombarder la Serbie. Je parle de l'assassinat de 16 citoyens serbes et autant de blessés à la chaîne, au bâtiment de la radio, c'est d'ailleurs la photo de mon livre, Radio-Télévision de Belgrade. Quel est l'objectif militaire d'aller bombarder TF1, excusez-moi?
Eh ben, voilà, on va raser, il y aura plus de 500 morts parmi les civils. Ils ont voulu faire peur. Ça peut-être. toujours, Exactement. les États-Unis ont toujours fait des Serbe. bombardements de terreur. Oui. C'était, ça La date de, guerre totale, ça date de la la guerre totale. Seconde Guerre mondiale où ils ont bombardé Tout des à fait. villes Des tapis de qui bombes. n'étaient avec des tapis de bombes. Dresde étant Oui, mais même le des plus villes de simple Bretagne, symbolique. Voilà. Normandie. évidemment. Uniquement pour faire, pour casser le moral des populations, pour exterminer. Enfin, les dégâts collatéraux, ils en ont rien à foutre. Ils ont détruit la Serbie Et ils ont au-delà de toute vraisemblance. Et j'en parlais tout à l'heure, mais ils ont inventé ce concept débile de frappe chirurgicale débile, parce que évidemment qu'il ne peut pas exister, pour faire croire que maintenant ils sont tellement précis avec leur... Ce qui est absolument faux, Et on bien vous donne évidemment. à manger des images de fossiles militaires. C'est le cas de mon dossier, en fait, du général El Hamidi. Et alors donc, moi j'ai été contacté par Khaled El Hamidi, le fils du général, dont on a assassiné la femme et ses enfants. Et le général et Khaled vont quitter précipitamment, évidemment, la Libye pour se réfugier en Égypte. Oui. Voilà. Et donc, je resterai en contact avec eux jusqu'à la mort en 2016 du général. Ouais. Et puis, je suis évidemment en contact avec M. Schly au Maroc. D'accord. Et alors, comment voyez-vous maintenant l'évolution de cette affaire? Mais comme je l'ai dit, je ne Oui. peux pas la On gagner ne peut pas la gagner politiquement. politiquement, mais... Vous vous rendez compte, on est en 2011 et ça fait 10 ans que je mène 11 ans, presque 12, que je mène cette histoire. La Cour de cassation est saisie depuis 2 ans maintenant. L'avocat qui gère le dossier pour moi à la Cour de cassation, puisqu'il faut des avocats après la Cour de cassation, m'a dit que ça pouvait mettre 5 ans. C'est-à-dire que peut-être qu'on attend la mort de M. Schly. Oui, pourquoi Voilà. D'accord, oui. Mais en fait, il restera quand même la procédure pour l'histoire. Oui, C'est clair. oui. La situation, vous la suivez toujours en Libye, ça se passe comment maintenant? Et il y a 3 factions. Parce qu'on Il y a parlait un même du gouvernement- retour du fils Kadhafi qui était le seul Ah, mais capable ce de serait réunifier. ce serait de loin la meilleure meilleure solution. option. Saïf al-Islam, dont j'ai parlé tout à l'heure, évidemment, parce qu'il est le seul, comme son père, avant qu'on l'assassine, à pouvoir faire l'union des tribus. Puisque là, actuellement, c'est pour ça que je vous ai parlé des 3 régions, c'est fondamental, même encore à l'heure actuelle. Vous avez le général Hafsar, qui est soutenu par l'Égypte, et qui, lui, est en Cyrénaïque. Vous avez 2 gouvernements, un à Tripoli, qui est, allez, à la grosse louche, celui des rebelles de toujours. Et puis vous avez un gouvernement tout près de Sirte, donc à la côte, qui est celui reconnu, mais dont le pouvoir par la communauté internationale, c'est-à-dire les États occidentaux, le Qatar, etc., et qui n'a de pouvoir que dans Sirte. Et l'autre, il n'a de pouvoir que dans Tripoli, qui est aux mains des factions. Haftar, il a encore la possibilité de sortir. À un moment donné, d'ailleurs, il marchait sur Tripoli, mais il a été lâché par les Américains. Il a été soutenu par les Américains un temps, puis il ne l'a plus été. Il est soutenu un peu par la Russie. Il est soutenu par l'Égypte, qui n'a pas envie d'avoir une rébellion permanente à sa frontière ouest, évidemment. Et il y a le fils Kadhafi, qui tantôt est en prison chez les uns, tantôt en prison chez les autres, qui n'ont pas osé assassiner. Tenez-vous bien, c'est quand même le seul fils qu'on a capturé qui n'a pas été assassiné. Il n'ose pas. Il est passé en procès? Mais il y a un mandat d'arrêt international. Mais les tribus qui le tiennent, les révolutionnaires qui le tiennent, ne le livrent pas à la justice internationale. Mais ça s'explique parce que je vous ai dit, l'influence des tribus. On n'ose pas l'assassiner parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc ces conditions de... Et on ne veut pas le livrer pour la même raison, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc ces conditions de détention ne doivent pas être trop terribles. À Non, défaut parce d'être qu'il formidable. circule, il reçoit des journalistes. Ah, il circule, oui. Oui. Mais C'est une détention surveillée, quoi. oui, et c'est une détention qui confine presque à la protection. Parce qu'on n'a pas envie qu'il se fasse assassiner par des rivaux et ou voir des hommes venus d'ailleurs. Et donc, c'est l'homme qu'on peut sortir pour mettre à la tête de l'État. D'ailleurs, il s'était présenté au présidentiel. Quand la Libye officielle post-Kadhafi a organisé des élections, il s'est présenté aux élections présidentielles. Puis par un tour de passe-passe, il n'a pas pu effectivement le faire. Toute la famille Kadhafi est essentiellement en Égypte. En Algérie. Donc c'est pas très loin, par la Tunisie, et puis il y a des frontières communes par le sud. Mais
c'est l'homme des tribus, c'est l'homme de la transition, c'est celui qui était très modéré du temps des frappes. Donc c'est l'interlocuteur privilégié de l'Occident, c'est le plus occidental de la tribu. Famille, oui. La tribu. Donc il y a sa sœur Aïcha qui est avocat aussi. Mais qu'est-ce que les populations, le peuple libyen, donc oui. c'est les peuples de tribus, globalement gardent comme image de Kadhafi? Ils le regrettent, ils sont contents que la dictature ait chuté. Mais mettez-vous à leur place, c'est le chaos. C'est l'enlèvement possible par une tribu, par une faction. C'est des attentats, comme à Beyrouth dans les bonnes années, si j'ose dire. Et avec des milices de guerre un peu partout. Alors, mais ces pays ne peuvent être gouvernés croyez que par une main de fer. Qui sont heureux, et vous croyez qu'ils sont, comment dire, en révolte du temps passé? Moi, je ne pense pas. Malheureusement, ils n'ont pas la parole. C'est cette idée. Mais le maintien en vie, pardon, je termine. Le maintien en vie et les conditions de détention du fils, c'est la meilleure réponse à votre question. Oui. C'est cette idée française ou occidentale que l'on veut d'imposer la démocratie à la française ou à la britannique ou à que sais-je encore, belge, dans le monde entier. La Libye, comme bien d'autres pays d'ailleurs, ne peut pas être un pays démocratique, c'est impossible. Pas Parce que à sa sauce, voilà, mais ça ne peut pas être à la sauce occidentale en tout cas. Et la grave erreur de tous ces gens qui par ailleurs sont les premiers à condamner le colonialisme, à condamner à faire repentance sur l'histoire de France ou de Belgique ou des autres, qui sont les premiers à accepter la woke culture et tout ce que l'on veut, eh bien ces gens-là ne peuvent pas comprendre que ces pays ne veulent pas de notre système. Ils veulent leur système à eux. Et eux, ils veulent imposer à ces pays notre système, sous prétexte que c'est soi-disant le système le plus démocratique. C'est là où est l'erreur. C'est là où est le drame de ces dernières décennies. Ça a toujours été la même chose. Et les Américains, par leur volonté d'imposer leur mode de vie, pour des raisons d'ailleurs qui sont des raisons essentiellement vénales d'ailleurs, sont les premiers responsables de toutes les guerres qu'il peut y avoir dans le monde depuis. Mais votre action, vous la menez en tant qu'effectivement avocat belge, c'est pour ça qu'on est venu vous chercher, mais vous avez donc le soutien, puisqu'ils ont préfacé et postfacé votre livre, de deux avocats très connus, très très connus en France, notamment Roland Dumas, bien sûr, et Maître Sekaldi. Donc, et vous avez d'autres avocats belges avec vous, ou vous êtes seul dans votre procédure? Je suis seul dans ma procédure. C'est pas que... Je suis un malheureux seul, je n'ai pas demandé. Et comme je vous l'ai expliqué, Marcel Sekaldi est connu pour, comme d'ailleurs Roland Dumas, ils ont été les avocats de paquebot, ils sont des avocats très engagés contre le France-Afrique classique. Ils sont pour l'émergence et on ne peut pas être identitaire français, à Calais. Voilà. Et ne pas l'être à Tombouctou. À Ouagadougou. Voilà, exactement. Donc, c'était la fameuse formule de Jean-Marie Le Pen, patriotes de tous les pays, unissons-nous. Dans la liberté, dans la diversité, mais unissons-nous. Soyons ce que nous sommes. Exactement. Disait Nietzsche. Exactement. Et la famille Kadhafi est encore puissante ou c'est... Il vivent en Égypte. Il n'y a plus que sa dernière... En Algérie, pardon. En Algérie, pardon. Il n'y a plus que sa dernière femme, il y a Aïcha l'avocate, il y a des petits-enfants, mais comme fils, ils ont tous été assassinés dans des conditions odieuses. Son fils qui est mort avec lui le 20 octobre, ils l'ont attrapé comme Kadhafi vivant. Il faut quand même vous rendre compte que Kadhafi a été sodomisé avec une baïonnette. On le voit marcher, et puis tout d'un coup, il y a un type derrière, pendant qu'il marche un peu groggy, parce qu'il était, selon la doxia officielle, caché dans un tuyau d'égout sous la route. Il est en parfaite forme physique, sauf qu'il est groggy, mais je veux dire, il n'a pas été blessé, ni rien du tout, et il y a un type parmi ceux qui le tiennent, qui va le sodomiser avec une baïonnette. Et qui va l'enfourcher. Exactement. Et puis, on va le traîner sur la Jeep, etc. Alors qu'il est toujours vivant. Et son fils Mouta Sassen, on va lui désorbiter les yeux, lui couper les doigts les uns après les autres, et puis l'assassiner. Oui, c'était une boucherie, quoi. Hallucinant.
Et après, les chers amis de Monsieur Henri Lévy. Voilà. Et après, ces gens vont donner des leçons à la terre entière. Exactement. C'est pour ça que tout cela n'est pas est toujours à réviser. Écoutez, maître, c'est passionnant tout ce que vous nous exposez aujourd'hui. Et vraiment, ce livre, Les crimes de l'OTAN, c'est un livre qu'il faut lire. Pour ma part, je pense que non seulement il faut le lire, mais il faudrait qu'un jour, très rapidement, le plus rapidement possible, on sorte de cette organisation autant inutile que meurtrière qu'est l'OTAN. Et la France n'a plus rien à faire là-dedans. Et ça a été une aberration de la part de Sarkozy de re-rentrer dans ce... Moi, un de mes souvenirs les plus lointains de ma vie, ça a été quand la France a quitté l'OTAN. Il se trouve qu'à l'époque, mes parents habitaient dans une ville de province. J'étais à l'école dans une espèce c'est presque un jardin d'enfants, quoi. Je vais avoir 7 ou 8 ans, et une école primaire en tout cas, et pas très loin il y avait la gare de cette ville, et pas très loin il y avait aussi un camp de l'OTAN. Et pendant des jours et des jours, on voyait les camions militaires qui passaient, les JMC qui repartaient avec l'étoile blanche. Et j'ai un souvenir de voir ces rangées de JMC qui passaient devant l'école et qui rembarquaient tout à la gare, qui remportaient à la gare. Et après, ça partait à La Rochelle ou je ne sais où pour être retourné aux États-Unis. C'était des souvenirs. Et ça fait aussi partie des moments. C'est pas très bien ce qui se passe quand on est enfant, mais quelque part, on est fier d'être français. On se dit, on n'a plus besoin d'eux pour s'occuper de notre cas. Une question quand même. Quand on s'attaque de front comme ça au crime de l'OTAN, à une organisation aussi puissante, est-ce que vous êtes toujours là, vous êtes toujours vivant, toujours en activité, donc je ne pense pas à autre chose. Mais est-ce que l'OTAN s'est manifesté auprès de vous pour dire, attendez, ce que vous écrivez, ça ne va pas, c'est pas ça? Est-ce qu'il y a une réaction quelconque? Aucune. C'est l'ignorance totale de l'homme, ou en l'occurrence de l'organisation internationale, qui se considère au-dessus des lois, au-dessus de la morale humaine, une morgue totale. Non. Mais je pense qu'il faut quand même faire attention, parce que je suppose que j'intéresse certains... Oui, ils doivent quand même s'intéresser. Certains services, on dirait. Non, parce que même si vous pensez perdre vos procès, symboliquement, c'est important. Mais si vous trouvez de la drogue dans ma voiture, je ne consomme pas et je ne vends pas. Je le dis à vos auditeurs qui nous écoutent. Oui, je crois que c'est très difficile de piéger des gens comme ça. C'est un peu grotesque. Chers amis, l'heure avance, on va devoir se séparer. Merci, maître Guylain Dubois. Je rappelle le livre « Les crimes de l'OTAN » de Guylain Dubois, préfacé par maître Roland Dumas, postfacé par maître Marcel Secaldi, édité par Éditions de Alpha, une maison d'édition dynamique, et que l'on peut trouver bien sûr dans toutes les librairies, et aussi sur le site de francefi.com, du diffuseur francefi.com, qui vous le fournira si vous pour le prix n'est pas marqué. Oui, c'est marqué 27 €. 27 €. Ah oui, 27 €. Ainsi que dans toutes les bonnes librairies, voilà. Bien évidemment, selon l'expression consacrée. Merci Guylain, merci Philippe, et puis on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission Synthèse sur TV Liberté. Merci à vous. Au revoir.